Bonjour et bienvenue dans cette deuxième capsule du cours de microbiologie du sol. Alors, dans la capsule précédente, nous avions vu le monde vaste et diversifié des micro-organismes vivant dans le sol et sans plus tarder, nous allons entamer dans ce chapitre les virus. Alors, au programme de ce chapitre, nous allons voir de manière générale ce que c'est que les virus, leur nature et la classification. D'accord? C'est ce qui fera l'objet de cette vidéo. Et ce n'est qu'à partir de la vidéo numéro 2, capsule numéro 2, que nous verrons ce qui nous intéresse le plus dans le sol, la réplication des bactériophages, nous allons voir ce que c'est, et surtout leur rôle dans le sol. Vous allez voir, ils jouent un rôle très important dans le sol. Alors commence par les propriétés des virus. Alors la première caractéristique des virus qu'il faudra retenir, c'est leur petite taille. Par définition, les virus, c'est la plus petite entité vivante. Donc on parle d'entités et pas de cellules. Elles sont acellulaires, comme nous l'avions vu la dernière fois. Alors, si l'on prend ce rectangle comme étant une cellule eucaryote, ça c'est pour, on va l'utiliser comme référence pour comparer la taille des eucaryotes, des prokaryotes et celle des virus. Alors, prenons comme exemple, supposons que cette cellule eucaryote qui a pour dimension 10 000 nanomètres, c'est-à-dire 10 micromètres. Son noyau a une taille à peu près de 2,8 micromètres, 2800 nanomètres. Par comparaison, une cellule prokaryote, par exemple la cellule d'Escherichia coli, elle a une dimension de 2000 nanomètres, 2 micromètres. Et les virus, quant à eux, ils sont 10 à 100 fois plus petits que les prokaryotes. Donc ça, comparer la taille des virus par rapport à celle d'une cellule eucaryote. Ils sont extrêmement petits. Les virus donc, ont une taille qui se situe entre 20 et 400 nanomètres. Et de ce fait, ils ne sont pas observables au microscope optique, ils ne sont observables qu'au microscope électronique. Pour illustrer ceci, plus concrètement, ça c'est la taille des virus par rapport à celle d'une bactérie, photo prise au microscope électronique. Donc ici, il y a respect de l'échelle. La même échelle a été prise pour les virus, donc on a respecté l'échelle, 100 nanomètres. Donc ici, vous avez la taille d'une bactérie. À côté, la taille d'un virus, le virus de l'herpès. Donc on voit ici le virus qui est entouré, ce qui est en blanc ici, c'est une enveloppe. Donc c'est un virus enveloppé. Ici, vous avez un autre virus qui est encore plus petit que ce virus-là, c'est le rotavirus. Rotavirus, mais il n'y a pas d'enveloppe, c'est un virus nu. Alors, virus de l'herpès, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le virus qui provoque ce qu'on a tous eu un jour ou l'autre, le boubette estrana. Et le rotavirus, c'est un virus qui provoque la diarrhée, un virus qui provoque une gastroentérite chez le bébé. Très souvent, quand un bébé a de la diarrhée, dans 90%, il s'agit d'un rotavirus. Donc, mais ce n'est pas très virulent, ce n'est pas méchant. La diarrhée provoquée par les bactéries est beaucoup plus dangereuse. Les bactéries sont plus dangereuses que les virus en matière de gastroentérite. Alors, au sein même des virus, la taille varie en fonction de l'espèce. Ici, vous avez donc différentes catégories de virus. Ici, le plus gros virus, c'est le pox virus variola. Donc là, ici, c'est en anglais. Les noms des virus sont en anglais. Ici, le virus le plus gros, c'est le pox virus, responsable de la variole. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la variole, très souvent les étudiants me demandent ce que c'est que la variole. En arabe, c'est jdri. C'est une maladie qui a complètement disparu. Le dernier cas de la variole, c'était en 1979. Et il provoquait ces pustules au niveau de la peau. Ici, je vous représente que le visage, mais en fait, c'est
tout le corps qui était envahi, toute la peau du corps qui est envahie par le virus. Et quand la personne est guérie, ça laisse des cicatrices, ça défigure la personne. Et pourquoi il a disparu, c'est grâce au vaccin contre la variole. Donc toutes les personnes de ma génération, donc celles de vos parents probablement, nous avons tous été vaccinés contre la variole. Vous ne l'avez pas été parce que ce virus a disparu grâce au vaccin. C'est dire l'efficacité des vaccins. Et vous voyez, donc ici on retrouve le virus de l'herpès que je vous ai montré tout à l'heure. Ici le virus de la rage que vous connaissez, rabies, c'est qui infecte les chiens, vous connaissez. Ça c'est le virus de la rougeole. On est vacciné contre ces virus, le virus HIV. Le SARS, le coronavirus appartient à cette famille, corona, parce que ça forme une couronne, on verra ce que c'est. Et les plus petits virus, c'est le parvovirus. Il a une taille de 20 nanomètres. Rendez-vous compte, 20 nanomètres. C'est minuscule, c'est à peine plus grand qu'une protéine. Et vous avez ici les virus des hépatites, l'hépatite C, l'hépatite B, l'hépatite A. Et ici, c'est le fameux virus Ebola, dont vous en avez certainement parlé, qui a touché des populations en Afrique. Fort heureusement, ça a été cantonné au niveau de certaines régions. Il n'y a pas eu de pandémie. Il y a eu juste une épidémie au niveau de certains pays africains. Alors, faites la différence entre épidémie et pandémie. Quand c'est une épidémie, ça reste régional. Pandémie, c'est quand c'est mondial, tel que le cas du coronavirus. C'est une pandémie parce que ça envahit le monde entier. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les virus que l'on retrouve abondamment dans le sol et ce sont les bactériophages. Bactériophages, comme l'on l'indique, c'est ça. Là, c'est une bactérie qui va être infectée, entourée de bactériophages, c'est-à-dire elles vont manger les bactéries, elles vont attaquer cette bactérie. Donc c'est ce qu'on retrouve abondamment dans le sol et on verra dans la vidéo précédente, on verra de plus près, plus en détail. On parlera plus en détail de ces bactériophages. Et leur taille, elle est de 200 nanomètres. Donc, elle est comprise entre 40, nous avions dit, les virus, c'est entre 20 et 400 nanomètres. Les virus, c'est dans le milieu. Deuxième caractéristique des virus qu'il faudra retenir, c'est leur organisation toute simple. Ils sont constitués d'un génome. Donc attention, on ne parle pas de noyaux, non pas de noyaux, ils sont eucaryotes, qui peut être soit un ADN ou un ARN, donc c'est particulier au virus, ils sont eucaryotes. Ce génome est emballé ou empaqueté dans une sorte de boîte qu'on appelle capside. On verra ce que c'est en détail. Et certains virus, pas tous, certains virus sont entourés d'une enveloppe, comme le virus de l'herpès tout à l'heure, on a vu qu'il est entouré d'une enveloppe. Le coronavirus également, il est entouré d'une enveloppe. On va voir ce que c'est. Donc, ce n'est donc pas l'organisation d'une cellule, comme vous le voyez, ils sont acellulaires. Et il faut distinguer les virus composés d'un génome qui est emballé dans une capside. On les appelle les virus nus. Si on les appelle ainsi, c'est par opposition aux virus enveloppés qui, eux, sont entourés d'une enveloppe. On les appelle les virus enveloppés. Troisième caractéristique des virus, c'est que ce sont des parasites intracellulaires obligatoires. Alors pourquoi on parle de parasites obligatoires? Déjà le terme parasite. Parasite, ça veut dire c'est quand un petit organisme vivant attaque et détruit un organisme plus grand que lui. À la différence des prédateurs. Les prédateurs, ce sont des organismes, de grands organismes qui vont attaquer des organismes plus petits qu'eux. Exemple, les protozoaires, ce sont des prédateurs des bactéries. Les protozoaires mangent les bactéries. Ici, on parle de parasites parce que ce sont des organismes petits qui vont attaquer des organismes plus grands qu'eux. Voilà. Ensuite, le terme obligatoire. Pourquoi on parle de parasites obligatoires? Parce qu'ils sont obligés de parasiter des cellules pour pouvoir vivre.
Ce sont des parasites obligatoires et ça c'est par opposition aux parasites facultatifs. Par exemple, il existe dans la nature des bactéries. Ici, vous avez une grande bactérie qui est attaquée par une plus petite bactérie, le Delovibrio, qui attaque un pseudomonas. Ça, c'est un pseudomonas qu'on retrouve dans le sol, et ça existe dans le sol. Dans le sol, vous avez beaucoup de pseudomonas, qui est une bactérie, et qui sont attaqués par la Delovibrio. Vibrio, parce qu'il a cette forme en virgule, vibrio. Et il est flagellé mobile. Et le pseudomonas également, il est flagellé, mais on ne le voit pas ici. Et il possède une enzyme qui détruit la paroi de la bactérie. Il va pénétrer et détruire et manger carrément la bactérie. Mais là, c'est un parasite facultatif. Il n'est pas obligé de, s'il ne rencontre pas de bactéries, il va aller manger autre chose, manger de la matière organique morte. Donc ça, c'est pour faire la différence entre parasite facultatif et parasites obligatoires. Alors, pourquoi les virus? Ici, les virus, pourquoi ils sont obligatoires? Parce que les virus, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas d'autres alternatives. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette incapacité à se répliquer de manière autonome. Ils ont besoin d'infecter une cellule pour se répliquer, se reproduire. Ils ont cette incapacité de synthétiser les protéines. Pourquoi? Parce qu'ils ne possèdent pas d'ARN de transfert, ils ne possèdent pas de ribosome et ils sont incapables de générer de l'énergie. Donc, ils sont obligés d'infecter les bactéries. Ce sont des parasites obligatoires de cellules vivantes, bien entendu. C'est pour ça qu'ils provoquent des maladies chez les animaux, chez les végétaux, chez les êtres humains. Donc, c'est ce qui les rend totalement dépendants de la cellule hôte. Quand ils pénètrent dans une cellule hôte, ils détournent toute la machinerie de la cellule à leur profit pour se répliquer à l'intérieur de la cellule hôte, où ils y trouvent toute la matière première, l'énergie, les enzymes, les ARN de transfert, l'ATP, qu'ils ne peuvent pas fabriquer eux-mêmes. C'est donc la cellule infectée qui va fabriquer de nouveaux virus. Il est donc évident que les virus ne peuvent pas se multiplier dans un bouillon de culture comme le feraient les bactéries. Alors, les virus parasitent de manière très spécifique les cellules. Il existe donc des virus spécifiques des animaux, vertébrés, y compris les humains, animaux et humains, les invertébrés, les virus des végétaux, il y a des virus spécifiques des champignons, les virus de protozoaires, les virus des bactéries. C'est ce dont on va parler longuement, qu'on appelle bactériophages ou tout simplement, on abrège, on dit les phages. Alors, cette spécificité, elle est due au fait que les virus vont se fixer spécifiquement sur des récepteurs qui se trouvent à la surface des cellules. Ça, il s'agit de la membrane ou de la paroi des bactéries ou de la membrane cellulaire qui possède des récepteurs. Généralement, ce sont des protéines. Et là, vous avez un virus enveloppé, par exemple, qui possède des protéines ou des glycoprotéines, et ce sont ces protéines qui vont se fixer de manière spécifique sur ce récepteur. Ce sont les protéines d'attache, les protéines de fixation. Alors, pour illustrer tout ça, nous allons prendre 3 exemples. Le premier exemple que nous allons voir, c'est le virus H1N1, le virus de la grippe. Ce n'est pas la grippe saisonnière, mais c'est le virus A dont vous en avez entendu parler. Il est apparu en 2009. La première pandémie mondiale est apparue en 2009 et cette maladie a réémergé il y a quelques années. Donc vous en avez certainement entendu parler. Et ce virus se fixe uniquement sur les cellules épithéliales du tractus respiratoire, comme on le voit ici. Ça, c'est une cellule du tractus respiratoire qui possède les récepteurs sur lesquels viendront se fixer ce virus H1N1. Pourquoi il se fixe de manière spécifique? Donc ici sur la cellule hôte, vous avez le récepteur, c'est l'acide sialique. Et le virus, il possède 2 protéines qui vont reconnaître ces
ce récepteur, c'est la protéine H1 et la protéine N1 qu'on appelle hémagglutinine. Hémagglutinine 1, ça c'est l'hémagglutinine 1, H1 en abréviation. Deuxième exemple, vu les circonstances, donc on parlera, je vous donne comme exemple le virus, le Covid-19, qui se fixe également sur les cellules du tractus respiratoire. Le récepteur, c'est le ACE2. Et ce ACE2, en fait, ces récepteurs, ils ne sont pas faits pour fixer les virus, mais ils sont fixés pour fixer des hormones qui permettent de réguler le métabolisme. Alors, quand ces virus viennent se fixer spécifiquement ces récepteurs, ça sature ces récepteurs, donc l'organisme ne fonctionne plus très bien. C'est la raison pour laquelle, et ces hormones qui viennent se fixer sur ces récepteurs qui seront saturés par ces virus, ces hormones jouent un rôle très important en tant qu'anti-inflammatoire, régulent la tension. C'est la raison pour laquelle les personnes qui sont cardiaques, lorsqu'ils sont envahis par ces virus, ça cause énormément de problèmes. Donc vous pouvez vous documenter sur Internet à propos de ces récepteurs, quel est le rôle de ces récepteurs au niveau de notre organisme. Troisième exemple, c'est un bactériophage de type S16. Donc pourquoi S16? Parce que ce bactériophage se fixe spécifiquement sur Salmonella, qui est une bactérie. Elle ne se fixe pas sur les autres bactéries, mais il ne reconnaît que Salmonella. Pourquoi? Parce qu'au bout, donc le bactériophage, on verra tout à l'heure sa structure, à son extrémité, ses fibres caudales, il y a une protéine, une glycoprotéine ici, qui est l'adhésine, et qui va reconnaître de manière spécifique ce récepteur qu'on ne retrouve que ce Salmonella. Donc, il n'infecte que Salmonella, il ne va détruire que les salmonelles. C'est la raison pour laquelle, si vous avez entendu parler des bactéries qui maintenant, vis-à-vis des antibiotiques, il y a de plus en plus de résistance aux antibiotiques. Et les Russes, dans leur laboratoire, surtout le staphylocoque. Le staphylocoque, c'est une bactérie qui pose problème dans les hôpitaux. C'est une bactérie qui est devenue maintenant multirésistante à tous les antibiotiques. Les médecins n'arrivent pas à venir à bout de cette bactérie pathogène pour l'être humain qui pose problème dans les hôpitaux. Ils testent beaucoup d'antibiotiques, mais ça ne marche pas. Les Russes, ils ont eu l'idée géniale d'utiliser des bactériophages qui détruisent le staphylocoque. Le staphylocoque pathogène pour l'être humain. Donc, ils ont fait des essais, ils injectent au malade, plutôt que d'injecter un antibiotique, ils injectent le bactériophage spécifique du staphylocoque qui est devenu multirésistant. Donc, c'est devenu, les bactériophages maintenant dans le monde médical sont utilisés comme outil en tant que dans l'antibiothérapie. Donc ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte et que je referme. Alors maintenant, nous allons voir la structure des virus. Alors, comme mentionné précédemment, les trois constituants des virus, c'est le génome, la capside et l'enveloppe. Nous allons commencer par le génome. Alors, un virus comporte un génome qui est soit de l'ADN, soit de l'ARN. Ce génome peut être soit simple brin, soit double brin. De la même manière, l'ARN peut être soit simple brin, soit double brin. Et la taille du génome de type ADN est une taille très variable. Ça peut aller de 3 à 300 kilobases. Donc, kilobases, vous connaissez, c'est l'unité de la taille du génome. Par rapport, si l'on compare par rapport au génome de type ARN, lui, il est plus petit. Il a une taille qui varie de 10 à 20 kilobases. Donc c'est beaucoup plus petit, tel que le coronavirus, justement. Et là, c'est un virus à ARN. Son génome est plus petit. Et dans le génome de type ARN, la réplication, il faut savoir que la réplication est beaucoup moins fidèle
que pour le génome de type ADN. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lors de la réplication de ce ARN, quand le virus se reproduit, il y a une grande variabilité du génome. La réplication n'est pas fidèle parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se glissent. Pourquoi il y a beaucoup d'erreurs? Parce que l'ARN polymérase, qui permet la réplication de l'ARN, elle n'est pas capable de corriger les erreurs qui surviennent lors de la réplication. Contrairement à l'ADN polymérase qui réplique l'ADN, elle est beaucoup plus fidèle parce qu'elle elle corrige les erreurs qui surviennent lors de la réplication. C'est ce qui explique la grande variabilité du génome. Le virus de la grippe saisonnière, que l'on connaît tous, également, il y a une grande variabilité du génome de saison en saison. Le virus de la grippe, il varie d'année en année. C'est la raison pour laquelle les personnes fragiles sont obligées de se vacciner chaque année, parce que ça change. Alors que le génome de type ADN, il est beaucoup plus stable. Le deuxième constituant que nous allons voir, c'est la capside des virus. Alors, cette capside, elle peut être soit de type, elle est géométrique, comme vous le remarquez. Elle est soit icosaédrique, soit hélicoïdale. Alors, icosaédrique, ça veut dire, en géométrie, ça veut dire, elle a une structure icosaèdre. Et c'est quoi un icosaèdre? C'est un polyèdre. Je vous donne le schéma d'un icosaèdre. Un icosaèdre, il a plusieurs faces. Ici, il a 20 faces. Donc, on appelle ça un icosaèdre. D'où la dénomination de la capside icosaédrique. Alors, la capside est constituée de plusieurs polymères protéiques. Ce sont ces petites boules, ce sont les monomères. Et comme ça constitue les capsides, on appelle ça des capsomères. Et à l'intérieur, vous retrouvez l'acide nucléique. À l'intérieur, ici, on reconnaît ici ce filament, c'est l'acide nucléique. Alors, le rôle de cette capside, c'est d'une part de protéger le génome viral. Donc la capside, c'est quelque chose de solide, elle protège l'acide nucléique. Et le deuxième rôle, mais uniquement chez les virus nus. Ce deuxième rôle, c'est uniquement chez les virus nus, et ça retenez, c'est très important. C'est au niveau de la capside que se situent les protéines d'attachement du virus qui vont reconnaître les récepteurs de la cellule hôte. Donc retenez ceci, les protéines d'attachement chez les virus nus se retrouvent au niveau de la capside. Donc la capside, je répète, a deux rôles. C'est la protection du génome viral et c'est le lieu où les protéines d'attache viennent s'insérer au niveau de la capside. Alors, voyons de plus près la capside tubulaire ou hélicoïdale. Alors, pourquoi on l'appelle ainsi hélicoïdale? C'est un long tube cylindrique, c'est un cylindre creux constitué de plusieurs copies de protéines qui se répètent plusieurs fois. Ces protéines sont appelées capsomères, qui sont tous identiques. Ces capsomères sont tous identiques. Donc le génome viral, il est très petit, il ne peut pas synthétiser plusieurs protéines. Donc pour constituer sa capside en plusieurs exemplaires, il y a un seul gène qui va fabriquer en plusieurs exemplaires ces capsomères. Cet arrangement en spirale, cet arrangement se fait en spirale, en hélice, d'où la dénomination de capside hélicoïdale. Exemple, le virus de la mosaïque de tabac. La mosaïque de tabac, le tabac, c'est une plante. Donc c'est un virus phytopathogène qui attaque les plantes du tabac. Et cette forme de capside hélicoïdale n'existe pas chez les virus à ADN. Elle existe uniquement chez les virus à ARN. Et vous remarquez que le génome de type ARN, ici, est enroulé, en fait c'est le génome qui est enroulé en spirale et les capsomères viennent se fixer sur cet acide nucléique hélicoïdal.
D'accord? C'est l'ARN hélicoïdal qui donne cette forme hélicoïdale de ces capsides tubulaires. Voyons voir maintenant la capside icosaédrique qui est tel un ballon de football, c'est la raison pour laquelle un ballon de football est extrêmement solide parce qu'il a justement cette forme icosaèdre, 20 faces. La structure, comme vous voyez ici, la structure est creuse et à l'intérieur, vous remarquez l'acide nucléique qui, contrairement au virus de type hélicoïdal, ici, l'acide nucléique n'est pas fixé au capsomère. Il baigne, il est enroulé en pelote à l'intérieur de la capside. Et la capside, c'est un assemblage de capsomères protéiques. Exemple de capside icosaédrique, vous avez le virus de la poliomyélite, qu'on appelle la polio. J'espère que vous connaissez la polio, c'est Marad Shelel, c'est un virus qui provoque la paralysie des jambes. Pourquoi? C'est un virus qui attaque le système nerveux et qui entraîne la paralysie des jambes. Et le malade qui a été le plus célèbre dans l'histoire, qui a été atteint de la poliomyélite, c'est le président des États-Unis, président Roosevelt, qu'on voit ici à gauche, qui à la fin de son mandat, au début de son mandat présidentiel, il était en forme, mais au cours de son mandat, il a été infecté par le virus de la polio. Virus de la polio le virus de la polio qu'on retrouve dans la nature, qu'on retrouve énormément dans les eaux usées. Les eaux usées, donc ça infecte les cultures végétales, et si vous mangez des fruits et des légumes qui ne sont pas bien lavés, on est infecté par le virus de la polio. Donc à l'époque, c'est ce qui est arrivé, donc certainement c'est ce qui est arrivé à ses enfants et au président, et le virus de la polio, ça existe depuis l'Antiquité, mais de nos jours, nous sommes protégés contre le virus de la polio parce que nous avons tous été vaccinés contre la polio. D'où l'importance des vaccins. C'est grâce aux vaccins que nous avons pu éradiquer des maladies telles que la variole, et c'est grâce aux vaccins que nous sommes protégés contre ces maladies qui se baladent, contre ces virus qui se baladent dans l'environnement, dans l'eau et dans les fruits et légumes. Donc, il y a eu au Maroc, depuis ce vaccin contre vaccin contre la polio a été mis au point au cours des années 60. Ici au Maroc, la polio a complètement disparu. Donc ici, de nos jours, on ne voit plus ces enfants atteints de la polio parce que le Maroc a fait quelque chose de formidable en 1989. Donc, avant que vous ne soyez nés, il y a eu une grande campagne de vaccination de masse. Et en plus, le vaccin de la polio se donne oralement. Donc, on a tous été vaccinés. Et nous avons vacciné, tels que mes enfants qui ont votre âge, j'ai 2 filles qui ont votre âge, elles ont été vaccinées contre la polio. Alors, capsides complexes, il existe un autre type de capsides, c'est les capsides complexes, telles que celles des bactériophages, dont il sera question dans la deuxième vidéo. Alors, comme vous voyez, c'est un capside ni icosaédrique, ni tubulaire. Il est les deux. Vous avez une partie supérieure qui est la tête. Elle a une nature de type la capside de type icosaédrique, et c'est cette capside qui renferme l'ADN. Donc le bactériophage, c'est un virus à ADN. Son ADN est stable. Ensuite, vous avez une queue qui est de type tubulaire. Elle est rétractile. Elle se contracte. C'est comme une sorte de seringue. Elle se rétracte. Et vous avez les fibres caudales également. Et c'est ce qui permet la fixation. Leur rôle, c'est de se fixer sur les bactéries. Donc ici, vous avez un aperçu, une photo prise au microscope électronique. Vous avez l'échelle ici, 0,1 micromètre. Et vous avez ici les bactériophages, ou les phages, on reconnaît leur tête et leur queue, et on aperçoit également leurs fibres caudales.
Autre exemple de capside complexe, c'est celle du virus responsable de la variole, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le pox virus. Donc ici, vous avez un schéma. Donc, il est constitué de plusieurs couches. On ne rentrera pas dans les détails. Et ici, vous avez une vue au microscope électronique. Ensuite, autre constituant que nous allons voir, c'est l'enveloppe, qui est l'élément le plus externe des virus enveloppés. Alors, l'enveloppe est une membrane constituée d'une double couche de phospholipides. C'est ce qu'ici, vous avez ici en bleu clair, en bleu ciel. Donc ici, l'acide nucléique de ce virus, pas tous, il est fragmenté. Ce n'est pas des chromosomes, il est divisé. Ce n'est pas plusieurs exemplaires. C'est un seul acide nucléique, mais qui a été divisé en plusieurs morceaux fragmentés. Donc ici, vous avez la capside, et à l'extérieur, vous avez l'enveloppe, et viennent s'insérer des glycoprotéines qu'on appelle des spicules. Et c'est chez les virus enveloppés, c'est grâce à ces spicules, ce sont les protéines d'attache qui vont aller reconnaître le virus de la cellule hôte. Donc, ici, vous remarquerez que les protéines d'attache, contrairement au virus nu, ne sont pas situées au niveau de la capside, mais au niveau de l'enveloppe. Ça, c'est très important à retenir. Alors cette membrane, en fait, ce n'est pas le virus qui la fabrique, c'est un dérivé des membranes de la cellule hôte. Ça peut provenir de l'appareil de la membrane cytoplasmique, de la membrane de l'appareil de Golgi, des vésicules, de la membrane nucléaire, donc selon les virus, comment il infecte la cellule. Donc puisque c'est une membrane cellulaire, elle est souple, elle est constituée d'une bicouche lipidique et les glycoprotéines virales de surface s'insèrent dans la bicouche lipidique. Alors pourquoi elle dérive de la membrane? Parce que quand les virus infectent une cellule eucaryote, quand ils se reproduisent en plusieurs exemplaires, et quand ils en ressortent, ils sortent en effectuant, ils sortent par bourgeonnement. Et quand ils sortent, donc ils emmènent avec eux un petit bout de la membrane cytoplasmique, et donc ils ne la fabriquent pas, ils l'arrachent de la membrane cellulaire qu'ils ont infectée. Et ces enveloppes, sachez que ces enveloppes, elles sont fragiles quand elles se retrouvent dans le milieu externe. On en reparlera tout à l'heure. Un exemple, si vous avez le virus de l'herpès, qu'on appelle le virus herpès simplex, HSV, et on reconnaît ici la capside icosaédrique, et elle est entourée d'une membrane, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, en résumé, nous avions vu qu'il y a des virus nus et des virus enveloppés. Mais, question, que cela change-t-il d'avoir un virus nu, une enveloppe, et de ne pas en avoir? Est-ce que ça change quelque chose? Eh bien, ça change beaucoup de choses. Car avoir une enveloppe rend le virus très fragile. Pourquoi? Car l'enveloppe, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a la fragilité des membranes cellulaires. Et vous savez bien qu'une membrane cellulaire, en contact avec le milieu extérieur, elle devient très fragile à cause de la température, de la dessiccation. Eh bien, c'est ce qui se passe pour un virus enveloppé. Par exemple, le virus de la grippe ou le coronavirus, qui sont des virus enveloppés. Dès qu'il se trouve dans l'environnement extérieur, son enveloppe se dégrade et par conséquent, il perd ses glycoprotéines. Et puisqu'il perd ses glycoprotéines, on sait bien que les glycoprotéines, c'est ce qui leur permet de s'attacher à la cellule hôte. Du coup, s'il perd ses glycoprotéines, le virus perd sa capacité d'infecter une cellule et finit par se mourir, parce qu'on a vu que ce sont des parasites obligatoires. S'il n'arrive plus à se fixer sur sa cellule hôte, s'il perd ses glycoprotéines, même si on retrouve la capside, donc une fois qu'il perd cette enveloppe, par exemple ici, vous savez, ici, s'il perd cette enveloppe, le virus, par exemple le coronavirus, ne va plus pouvoir infecter sa cellule hôte. Même s'il reste, sa capside reste intacte. Donc,
en perdant ses glycoprotéines, jamais il ne pourra infecter la cellule hôte et il finit par mourir. Cette enveloppe est également détruite dans le système digestif à cause, donc si vous avez avalé ce virus et qui se retrouve dans le système digestif, le pH de l'estomac du subgastrique est très acide. Les enzymes dans l'estomac vont détruire ce virus. Ce type de virus, donc enveloppé, on ne risque pas de le retrouver ni dans les intestins et on ne risque pas de les retrouver dans les selles, du moins vivants. Ils vont finir par être détruits dans la nature. Si on le retrouve dans la nature, dans les eaux usées, ils finissent par mourir. Ils peuvent rester intacts, mais ils ne sont pas dangereux quand ils se retrouvent dans la nature. Alors, à la différence des virus nus, leur glycoprotéine, je vous avais dit, elle est au niveau de la capside. Donc, ces virus nus résistent dans l'intestin, donc on peut les retrouver dans les selles. Ainsi, on peut les retrouver dans les eaux usées qui sont rejetées dans la nature. Ça infecte, ça va se propager dans la nature. On les retrouve dans le sol, puisqu'il est question de ce cours. Donc, ils vont également contaminer les végétaux, les fruits et légumes qui sont irrigués par ces eaux usées. C'est ça qui est dangereux. Donc, il faut, quand vous achetez des fruits et des légumes, il faut absolument les laver, car ils sont entrés en contact avec le sol, ils ont été irrigués par les eaux usées. Il y a encore des agriculteurs qui irriguent leurs champs avec les eaux usées ou avec l'eau du puits. Donc on risque de retrouver des virus nus et dans la nature, non seulement on retrouve des bactériophages, les bactériophages ne sont pas dangereux pour l'être humain, mais il existe des virus nus tels que le virus de la polio. Le virus de la polio, c'est un virus qu'on retrouve dans les eaux usées, donc on peut les retrouver dans les fruits et légumes. Donc ça, c'est en parenthèse, c'était un petit cours d'hygiène que j'ai inséré ici dans le cours de microbiologie du sol. Donc c'est la différence. Donc on va les retrouver également dans le sol. C'est ce qui explique pourquoi les bactériophages, qui sont des virus nus, se multiplient dans le sol. Pourquoi ils vivent facilement dans le sol? Parce qu'ils vont se régaler. Il y a énormément de bactéries dans le sol. Les virus enveloppés, on ne risque pas de les retrouver ni dans les eaux usées, ni dans le sol, on ne les retrouve pas dans la nature. Ils ne vivent, ils ne peuvent se multiplier que au niveau des vertébrés. Alors, cette deuxième capsule est terminée et la prochaine vidéo sera consacrée aux bactériophages. Et je vous remercie.